Vous me dites guerre d'Algérie, je dis l'instant immédiat où le danger est là et tu dois choisir. Tu traverses la rue ou pas, tu armes ton arme ou pas, tu tires ou pas. Voilà. Et tout aussitôt après, je pense aux plages et aux pieds noirs et aux gens que j'ai aimés là-bas. Regardez la différence. Comment il a mis son calot pour se la jouer. Malgré le casque, il y a les deux stylos du journaliste. Hein. Et puis là, en revanche, en costume de ville, détaché, hein, avec, je ne sais pas dans quel état-major je me retrouve, discuter avec les militaires qui sont tellement contents d'être avec un journaliste. C'est une des rares photos que j'ai de cette période. Ça, c'est en Algérie, ça. Là, à Alger, quand j'arrive, là encore, j'ai une situation un peu privilégiée, puisque, étant journaliste, ayant déjà travaillé pour le journal militaire, je suis assigné à l'antenne de ce journal à Alger, dans les rues d'Alger, au centre même d'Alger, tout près de la rue de Michelet. Et ce journal est dirigé par un capitaine qui nous dirige, nous, donc nous sommes encore en civil. On nous appelle les détachés. Donc c'est très agréable, sauf que c'est très dangereux aussi parce qu'on nous envoie sur les missions, sur le terrain, pour rapporter les choses vues de la guerre. Comme on est en civil, à l'heure du déjeuner, qu'est-ce qu'on fait? On fout le camp vers les plages. Les plages, elles sont vides, il n'y a plus personne. C'est des très belles plages. J'ai tous les noms des plages dans ma tête parce que c'est une nostalgie, parce que moi, j'ai une nostalgie de l'Algérie. Ce sont des noms comme ça qui reviennent. Je les ai notés d'ailleurs dans mon bouquin. Surcouf, Cap Benzerga, Les Dunes, Fouca Marine, Saint-Cloud-sur-Mer, Le Grand Rocher, Miramar. Chacun de ces noms transporte avec lui un bouquet de couleurs, de découvertes et d'émotions. On s'estimait immunisé, puisqu'on était à la fois militaire sans l'être, les détachés. Il nous arrivait dans l'après-midi, puisqu'on n'avait pas de boulot, d'aller au cinéma. On allait voir des films américains dans des salles un peu perdues dans la ville, où toute la question était de savoir si c'était un western, s'il était en version originale ou en version française. Tout se passe plutôt bien jusqu'au jour où, ayant été insolent, parce qu'à cet âge-là je suis très insolent, le capitaine considère que ça va comme ça, il me reverse dans l'armée, la vraie. Et l'on transmet de la part du capitaine au commandant de cette place le traitement. On dit, Labro, traitez-le, occupez-vous de lui. Le traitement, ça veut dire, on a droit à tout. Les corvées de chiottes, les corvées de nuit, les patrouilles de nuit, pas de sommeil pratiquement. J'y apprends là, ce que je n'avais pas appris jusqu'ici, la médiocrité, la mesquinerie, la méchanceté, le vice, tout ce qui fait les hommes. Mais surtout, j'y apprends la crainte, la peur, parce qu'on est en patrouille dans la nuit, et qu'est-ce qu'on fait? On check, on vérifie les voitures conduites par des pieds noirs, par des Français comme nous. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait qu'il y ait l'indépendance, parce que j'étais convaincu, comme De Gaulle l'avait dit bien avant. La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. Elle est toute prête à organiser avec les éléments politiques algériens, et notamment avec ceux de la rébellion, la libre autodétermination. J'étais parfaitement dans la lignée de la politique du général de Gaulle, puisque une fois que j'ai eu vécu ces 3 mois difficiles du traitement dans la caserne, là, à CRT10, comme tout le monde foutait le camp, hein, il n'y avait pratiquement plus de cadres, parce que les cadres, ils s'en allaient, ils partaient. C'était la valise ou le cercueil, la fameuse expression. On allait chercher chez les militaires qui avaient déjà exercé un métier pour à nouveau les détacher de l'armée et les nommer quelque part. Et moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, j'ai donc fait des allers-retours incroyables. Et je me suis retrouvé pratiquement à la tête de la rédaction de France 5, ça devait s'appeler, qui était la radio, du pouvoir, la radio gaulliste, hein. L'OS et les forces qui voulaient rester
Alger, quitte à détruire la ville, nous ont mis, quelques-uns d'entre nous, et moi en particulier, sur une liste de gens à abattre. Donc c'est une période étrange, parce que c'est un mélange, mais ma conviction, moi, c'était, il faut que cette affaire aille jusqu'au bout, et toi, Philippe, tu dois emmagasiner le plus d'expérience possible, le plus de savoir possible, parce que cet événement est en train de te changer. Et je le sentais bien d'ailleurs. Ça vous change dans la mesure où, il y a un moment donné, il faut choisir, il faut décider, physiquement et intellectuellement, de quel côté vous êtes. Quand vous êtes au coin d'une rue et que de l'autre côté vous voyez arriver une voiture qui vous semble suspecte, il faut décider de ce qu'on fait. Quand vous entendez le bruit de la mitraillette, quand vous entendez les pas rapides d'une patrouille qui court parce qu'elle est poursuivie ou qu'elle poursuit quelqu'un, quand vous êtes dans cette musique, si j'ose dire, ce son particulier qu'est la guerre, qui est l'inconnu, la nuit, l'imprévisible, l'inattendu, vous êtes en train de mûrir. Par moments même, j'avais l'impression de vivre un film d'espionnage. Parce que, assis à une terrasse, vous regardez autour de vous, et il y a un type qui vous suit des yeux, vous vous levez, vous partez pour le bureau militaire, là, et puis il vous suit. Pourquoi il me suit? Il y a ça aussi, mais ça c'est l'apanage de toute la jeunesse. La jeunesse se croit immortelle. Donc je me croyais à l'épreuve, enfin à l'abri de tout. J'ai un de mes meilleurs amis qui, lui, était encore plus militant pour les indépendants algériens et qui s'est fait flinguer. Le même âge que moi, je l'aimais beaucoup, il m'avait envoyé une lettre. Il était déjà à Alger, moi j'étais encore à Paris, pour me raconter ce qu'il faisait, et qu'il avait pris parti définitivement pour les Algériens et pour l'indépendance, c'était avant qu'elle ait lieu. Et il avait donc, il faisait un travail souterrain pratiquement. Et puis voilà, un jour je me suis retrouvé à la morgue devant son cadavre, quoi. Parce qu'il y a ça aussi quand même, vous les voyez les morts, hein. Vous les traversez, vous les enchambez. Il y a eu la rue d'Isly, hein. La rue d'Isly c'était terrible. Quand tout fut fini, on releva 46 morts et plus de 200 blessés, dont 20 devaient encore mourir. Je n'ai aucun regret sur cette partie de ma vie. D'abord parce qu'effectivement, quelques années après, j'en ai tiré un livre. Deuxièmement, je ne peux pas regretter d'avoir rencontré des êtres humains sur des amitiés beaucoup plus fortes que les amitiés de travail ou les amitiés de rencontre dans un voyage. Il y a autre chose qui s'est passé. On a vécu quelque chose ensemble, on s'est mesuré l'un à l'autre, on s'est jaugé et jugé, on s'est aimé ou pas, on s'est trahi ou pas. Je ne peux pas regretter tout ça. J'avais une fiancée à l'époque qui était venue me rejoindre depuis Paris. Donc j'étais déjà pris, comme on dit. Mais par ailleurs, une fois qu'elle est partie, je suis tombé un peu amoureux d'une autre, une Algéroise, une fille très très charmante et intelligente. Il ne s'est rien passé d'autre que du non-dit. C'est-à-dire qu'elle sentait bien, et moi aussi je sentais qu'il y avait une attraction, mais à l'époque, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, vous sortez le premier soir, comme on dit. On ne sortait pas le premier soir dans ma génération, en tout cas, pas à Alger. C'est le sel de la vie, hein. Le sel de la vie, c'est pas simplement l'amitié entre hommes dans un moment de danger, c'est aussi, oui, les rencontres. Je suis convaincu, effectivement, que tous ces souvenirs, ces hommes et ces femmes, ces moments, tout d'un coup, de bonheur immédiat et très très précaire et très provisoire, d'une allée vers les plages ou d'une séance de cinéma ou d'un dîner avec quelqu'un dans une soirée inattendue, tout ça a fabriqué, oui, carrément, c'est clair, une nostalgie. Et il y a aussi cette fameuse phrase, je cite souvent, que Jean-Pierre Melville, qui a été un de mes maîtres, il m'appelait Max, parce qu'il avait fait sa guerre, lui, la vraie,
la Grande Guerre mondiale, et à l'époque les soldats s'appelaient Max, et je lui avais expliqué qu'en Algérie, on s'appelait Max aussi. Melville, au début de son chef-d'œuvre qui s'appelle L'Armée des Ombres, cite une phrase de Courteline, que je cite assez souvent, qui dit « Mauvais souvenirs, soyez les bienvenus, vous êtes ma jeunesse ». Ce qu'il m'aura fallu de temps pour tout comprendre, je vois souvent mon ignorance en d'autres yeux. Je reconnais ma nuit, je reconnais ma cendre, ce qu'à la fin j'ai su comment le faire entendre, comment ce que je sais le dire de mon mieux. Je n'ai jamais remis les pieds à Alger et je n'ai jamais voulu le faire. Je n'ai pas voulu revenir sur les endroits où j'avais connu le meilleur et le pire. Qui avait tort, qui avait raison, c'est éternel, ça durera tout le temps. Mais au moins, il faut qu'il y ait effectivement un devoir de mémoire. On ne peut pas simplement tourner une page, allez hop, terminé, et tout d'un coup on tombe dans les 30 glorieuses et on oublie la guerre d'Algérie. Ce qui est un peu arrivé à ma génération, parce que quand on est rentré nous, il n'était pas question d'en parler. Hein.